Bonsoir tout le monde. L'objectif à la fin de ce live, c'est d'essayer de vous rendre curieux sur la façon dont vous pouvez gérer vos finances. Et surtout de ne pas avoir peur de l'argent. L'argent est un moyen, c'est pas une finalité, et comme un moyen de transport, t'as pas peur du métro pour aller au travail. Et t'as pas peur de l'argent si tu veux à un moment essayer d'investir dans différentes choses et pour t'élever ou pour faire des choses qui te tiennent à cœur. Mathias, qui es-tu et où travailles-tu? Alors, moi je suis Mathias Bacchino, je suis le directeur pour l'Europe chez Trade Republic, qui est la première plateforme d'épargne pour les particuliers en Europe. Je suis passionné de moto et de politique. Tu étais président des États-Unis. Moi j'ai 38 ans. Dans le monde actuel, c'est vachement dur. Parce que tu es à mi-chemin entre deux générations qui sont aussi différentes que l'OM et le PSG, quoi. Et tu dois parler aux deux. Le pire, c'est que tu ressens un peu les deux. Et surtout que tu es dans un métier où tu parles obligatoirement aux deux, parce que tu as un outil qui est pour les jeunes, dans une industrie de boomers. C'est une industrie sur laquelle les jeunes sont en train de prendre le pouvoir. Si je vais un peu plus loin, je pense qu'on est en train d'entrer dans un début de transition financière, au même titre qu'on fait la transition écologique. Et de la même manière, il faut plus avoir peur de l'argent pour pouvoir ne plus le gaspiller. Le système de l'épargne, le système financier global, aujourd'hui pour les particuliers, le truc qui fuit de tous les côtés. Il y a un gros souci collectif de mauvaise gestion d'une ressource, d'un moyen qui est l'argent. Il faut qu'on change ça. Ouais, c'est ce que j'essaye de contribuer à faire. Quand est-ce que tu as eu une conversation sur l'argent pour la première fois dans ta vie et avec qui? C'est pas facile d'en parler. J'en ai parlé à mes proches avant de pouvoir me demander si j'exprimais ça publiquement. Et je l'ai fait dans une conférence TED. Et mon premier contact avec la problématique de l'argent, c'est quand j'ai eu à 14 ans, en rentrant de l'école, avec ma petite sœur de 7 ans à l'époque que je ramenais de l'école, des huissiers devant la porte. C'est une expérience qui a été vécue par plein de gens et qui est une expérience qui est vachement traumatisante. Tu te dis, si je continue en fait d'avoir peur de l'argent, je vais pas le contrôler. Et si je le contrôle pas, comme c'est un moyen au service de mon développement, ça va vachement me freiner. L'idée, c'est de dire, on a eu peur de l'argent, ça a été entretenu par le système. Maintenant, les jeunes n'en ont plus peur. Ça veut pas dire qu'on est tous en train de devenir des Américains. À un moment donné, c'est bien qu'il y ait une retraite collective, c'est bien qu'il y ait la sécu, c'est bien qu'il y ait tout ça aussi. Avec le vieillissement de la population, avec l'inflation, avec les dettes publiques, il faut qu'on ajoute un petit quelque chose. Ça commence effectivement par ne plus avoir peur. Henri, bienvenue, merci d'être aussi avec nous. Toi aussi, t'es sur Twitch. Tu traites quel sujet? Je parle de tech, je fais beaucoup de revues de presse, je donne mon avis un peu éditorialiste. Et tu te souviens, toi, de quand est-ce que t'as parlé de thunes pour la première fois? Alors moi, si tu veux, je suis d'une famille d'indépendants, donc j'ai entendu parler de l'URSSAF à 6 ans et demi. Donc moi, si tu veux, c'est ça, moi, mon background social, c'est les engueulades sur l'URSSAF entre papa et maman à 6 ans et demi, tu vois. C'est formateur de dingue, t'as quand même un capital social qui te suit toute ta vie, de qu'est-ce que t'as appris quand t'es gamin et qui t'a aidé le reste de ta vie. C'est hyper technique ça, rejoindre un risque. Parce que tu passes ta vie à prendre des risques, mais il faut savoir prendre des risques à un certain moment, jusqu'à une certaine mesure, savoir s'arrêter. Les premières discussions que j'ai eues autour de l'argent, c'était avec mes parents, c'est à ce moment-là. C'est d'ailleurs uniquement comme ça en Europe. 15% de la population européenne qui a reçu une éducation financière, et c'est exclusivement intrafamilial. Évidemment, tu parles d'argent dans ta famille, quand tu es indépendant, effectivement, que tu es entrepreneur et que tu dois, c'est un sujet parce que ça fait partie de ton entreprise, ou alors quand on a de l'argent. Et ceux qui sont pas entrepreneurs et qui gagnent pas beaucoup d'argent, ils ont aucune raison. L'école t'apprendra jamais ça. Et l'école t'apprend pas ça. C'est intéressant, depuis tout à l'heure, Mathias, tu dis banque, banquier, conseiller financier, on gère tes finances, etc. Pour autant, on a vraiment l'impression que le marché est divisé en deux. Tu as d'un côté ceux qui considèrent des organismes comme des banques lorsqu'il y a des êtres humains, et gens qui ne peuvent pas concevoir qu'on appelle une plateforme d'investissement en ligne banque, parce qu'il n'y a plus d'êtres humains pour t'ouvrir un guichet à 8h le matin quand tu as besoin d'un chèque. Ça, c'est un changement générationnel. Il y a une rupture de la verticalité à l'horizontalité. Avant, les gens étaient rassurés quand ils recevaient un conseil financier vertical. L'autorité du sachant, du banquier, comme le médecin, les générations Z. Comme ils sont nés dans un écosystème horizontal, où on peut tous discuter ensemble, où on peut tous accéder au savoir, il y a un côté beaucoup plus collectif. D'ailleurs, c'est marrant, la technologie qui émerge de ça, c'est la blockchain. Et donc cette horizontalité-là, pour les finances, elle est en train de se mettre en place de la même manière. Aujourd'hui, tu as 150 000 personnes dans un subreddit Vos finances en français, et qui se partagent des contenus, mais de bien de meilleure qualité que l'immense majorité des banquiers. Quand tu as un tel gap, un tel écart culturel, quoi, le changement,
de comportement, il se fait de manière progressive. Exactement de la même manière que tout le monde n'est pas prêt aujourd'hui à foutre toute son épargne sur une clé Ledger, t'en as certains qui sont pas encore prêts à aller sur une banque en ligne. C'est une période de transition. C'est ça que je veux dire. C'est que là, pendant, à mon avis, 10-15 ans, on va voir les comportements face à l'argent en Europe changer sévèrement, quoi. Mais ça va se faire petit à petit dans une période de transition. C'est pas maximaliste. Dans cette période de transition, il y a un truc qui est utile, c'est les moteurs hybrides. Le moteur hybride, c'est super utile pour faire adopter la voiture électrique. Faire construire le réseau de charge, etc. Et avoir le temps de construire le réseau, les infrastructures, le truc, très république, à mon avis. Et la manière qu'on a tous les trois de pratiquer notre épargne, notre investissement, c'est ce côté hybride. On est dans cette période de transition. C'est pour ça que c'est pas facile toujours à lire, à comprendre. Est-ce que vous vous souvenez à quel moment vous avez pété votre livret A et les autres de ce type-là? C'était en rentrant du Kyrgyzstan. J'avais vécu un an au Kyrgyzstan en 2005 et j'avais découvert là-bas l'importance du secteur économique de l'eau. Il y a 20 ans, on en parlait un peu moins quand même, tu vois, de l'eau. Moi, j'ai découvert là-bas parce que le Kyrgyzstan, c'est les deuxièmes réserves au monde d'eau. Et ils sont en train d'être envahis par un pays voisin beaucoup plus gros pour sécuriser l'accès à l'eau. Et donc, je me suis dit, comment on fait pour investir dans le secteur de l'eau? À l'époque, il y avait des boîtes qui bossaient dans le secteur de l'eau. Et à l'époque, c'était le tout début des ETF, les paniers d'actions thématiques. ETF, ça veut dire Exchange Traded Fund. Et en gros, c'est comme si on faisait un ETF sur un sujet, par exemple. Il y aurait un ETF yaourt avec toutes les boîtes de yaourt du monde. Et du coup, ça suit les performances de toutes les boîtes de yaourt du monde plutôt que d'investir dans Danone, machin, bidule, truc individuellement. Pour comprendre très simplement, un ETF, c'est la page d'accueil YouTube. Une action, c'est la chaîne YouTube d'un YouTuber. Littéralement, ouais, c'est littéralement. Voilà. C'est excellent comme métaphore. Quand j'ai pété mon livret A, c'était pour acheter du Bitcoin à 500 €. J'ai interdit à mon frère d'acheter du Bitcoin en 2013. Normal, t'étais banquier. C'était ton taf. J'ai aucun regret et je pense que les gens ne devraient pas en avoir. Mais moi non plus, je pense pas. Parce qu'en fait, tout est une question d'opportunity cost. C'est-à-dire que pour moi, c'était une question de quel est le coût de l'opportunité. Quand tu achètes des milliers d'euros de Bitcoin en 2013, t'es potentiellement en train de faire la plus grande connerie de ta vie. Ce qui me plaît le plus dans cette génération, c'est le fait que l'argent est vraiment redevenu un outil, quoi. Et quelque chose qu'on possède de plus en plus. Ouais, puis qui a un moyen, quoi, qui a un truc qui est... Ouais. J'ai pas le sentiment de gens qui... une génération qui a la trouille, quoi. Là, c'est bien beau, on vous partage des messages, on vous partage un peu ce que nous on a vécu, etc. Mais moi, j'ai toujours appris par la pratique. Et je trouve ça intéressant aussi, parfois, sans forcément risquer beaucoup. C'est l'intérêt, vous allez le voir, avec une plateforme comme Trade Republic. Donc, si vous cliquez sur le lien là qui est dans le chat, l'intérêt d'une plateforme de Trade Republic, c'est de ne pas vous faire prendre de risques sur 100% d'une action. Si aujourd'hui, vous voulez tester la mécanique, la façon de gérer un premier portefeuille avec 10 €, ben c'est possible. On peut avoir aujourd'hui des fragments d'actions en bourse ou de paniers ETF grâce à Trade Republic. Profitez-en, j'ai remis là le lien. Je donne quand même un exemple, mais si aujourd'hui une personne qui gagne 2500 €, 2500 € par mois, je pense que 300 € aujourd'hui à mettre de côté, c'est quelques bons restaurants. C'est la moyenne européenne. Les gens peuvent mettre entre 200 et 300 € de côté, en moyenne. Quand t'as 10 € de frais, tout de suite t'es dedans, en fait. Enfin, c'est un vrai problème d'accessibilité, quoi. C'est quoi la différence avec Trade Republic? Justement, si les gens connaissent pas Trade Republic, que là ils vont pour se connecter pour la première fois, c'est quoi les frais aujourd'hui sur Trade Republic? Ah bah y a pas de frais. Enfin, les frais que tu payes chez Trade Republic, c'est 1 € de frais par ordre de bourse ponctuel. Et si tu automatises, ce qu'on recommande, du DCA. de faire ce qu'on appelle du DCA, d'investir des petites sommes tous les mois. En gros, si tu décides de faire ça, tu payes aucun frais parce que c'est automatisé en fait. C'est quoi les bonnes méthodes et la façon dont ça se pace quand on arrive sur Trade Republic? Henri, si tu veux nous montrer, toi t'es connecté à ton compte là. Bah écoute, ça ressemble à ça. Alors c'est l'interface desktop. Ça c'est ton portefeuille. Et si on leur montrait un truc qu'il faut qu'ils fassent, par exemple, commencer à mettre 20 € par mois Exactement. dans un panier d'actions du monde entier. On va les voir après. Mais il y a un truc que je trouve très très vrai, c'est de se concentrer sur des sujets qu'on affectionne aussi particulièrement. Ah bah oui, investir pour ce que tu connais. T'es en soirée, t'as envie de draguer un mec ou une meuf. Tu vas pas aller tous les voir avec la même approche. Est-ce que tu connais les boîtes? Tu vas te dire quand même à un moment, je vais aller vers quelque chose qui me rassure, que je connais, qui me plaît. Au début, physiquement, je suis désolé, surtout quand je parle de boîte de nuit, c'est ce qui se passe. Tu vas pas aller vers quelqu'un qui ne t'attirerait pas du tout d'habitude. Et pour moi, quand tu mets ton argent, c'est tellement important. T'as quand même t'as eu la sueur de ton front, de tes aisselles, de tout ce qui se passe dans la journée quand tu travailles et que tu gagnes de l'argent. Tu vas vers quelque chose que tu connais ou que tu affectionnes un minimum. Moi, je pars d'un principe simple, c'est que quand tu investis ton argent, tu vas forcément un peu plus suivre ou avec un peu plus d'attention le marché ou le secteur dans lequel tu investis. Donc, tu apprends. Tu te payes de l'apprentissage en investissant dans un secteur que tu vas commencer à vouloir suivre au fur et à mesure. D'un point de vue apprentissage, t'as raison, mais le message
de Mathias, et qui est aussi moi ce que je Beaucoup répétais, plus safe. ce que je répétais à des Évidemment. gens qui connaissent rien, c'est qu'en fait, le fait de faire du DCA, donc d'acheter le même montant de manière régulière pendant des années sur un truc comme un ETF monde qui répercute les performances d'un marché mondial, c'est ce qui remplace l'investissement entre guillemets aveugle qu'ont les gens chez les banques Ok, aujourd'hui. je comprends. Tu vois. Mathias, dis-moi si je me trompe, mais je pense que en fait, Trade Republic aujourd'hui aide les gens à visualiser leur retraite différemment. Parle vraiment à une communauté qui n'y connaissent rien à l'investissement. Un client sur deux de Trade Republic n'avait jamais investi avant. 80% Ok. des clients ont moins de 35 ans. L'objectif qu'on se fixe avec les fondateurs de Trade Republic, et ce pourquoi aussi, moi, je suis autant engagé dans la boîte aussi, tu vois, c'est parce que il y a un truc très simple. Tout le monde contribue à la croissance économique. On dépense notre argent, on travaille, on paye des impôts, et t'as 15% des gens à peu près qui en tirent les fruits directement. Évidemment, c'est les gens qui ont déjà de l'argent qui apprennent, que je disais tout à l'heure, comment faire. En fait, c'est ce qu'on appelle, en sociologie, un déterminisme. C'est-à-dire que quand t'es pauvre, tu restes pauvre. Mathias va citer Bourdieu dans 35 secondes. Un disque connaît Bourdieu, je suis encore plus amoureux. Là, je suis d'accord avec vous, mais je vais faire un truc encore plus basique que je comprends pas, hein, mais parce que pour moi, c'est du classique. Donc là, tu as une action McDonald's qui répercute la désirabilité d'une action McDo en fonction de l'offre et la demande sur le marché boursier. Ça ne veut pas dire que si l'action est haute, McDo fait beaucoup de bénéfices, ou que si l'action est basse, McDo fait pas beaucoup de bénéfices. Il se trouve que là, le marché boursier, c'est de l'offre et la demande. On est d'accord là-dessus. Depuis combien de temps est-ce que je mange des McDo? Ça doit faire plus de 15 ans. Est-ce que j'aime bien McDo? Oui. Pourquoi est-ce que je continue de donner de l'argent à McDo sans jamais recevoir de dividendes McDo, juste en ayant placé au moins une fois par mois une action McDo ou une fraction d'action McDo? Et ben c'est un truc, j'en parlais à un proche qui me dit « Ah, j'adore Starbucks, etc. » Je me dis, c'est quand même fou que la personne soit capable de se payer un café toutes les semaines et de donner de l'argent à 4 balles, Starbucks. 4 balles. 4 balles, 4 ou 5 balles un café, sans pour autant se dire dans mon portefeuille, même si je paye un petit peu Starbucks à la fin de l'année, j'ai soit une plus-value, soit des dividendes en fonction des actions dans lesquelles j'investis. Moi, c'est un peu comme ça que je vois mon portefeuille. Moi, l'exemple que je donne tout le temps, je sais pas s'il y a un système de sondage sur Twitch, Ouais, je peux en faire. mais la question c'est, Attendez, c'est la première fois qu'il va y avoir un sondage, je sais pas faire. je pose toujours la même question et je dis combien Comment de il a personnes dans la salle ont un iPhone. Tu peux demander aux gens qui dans l'audience possède une Du action Apple. Apple. On est à 58% d'iPhone, 42% général- de pas iPhone. En général, c'est dans une salle moyenne, tu as 40% des gens qui en ont. Et Et, si on en quand tu fait poses la question dans une salle qui possède une action Apple, 1% des gens qui lèvent la main. Depuis que l'iPhone a été lancé, le prix de l'iPhone, il a été multiplié par 2 et quelques, mais le prix de l'action Apple, il a été multiplié par 8. Donc en fait, tous les iPhones que j'ai achetés, moi, depuis que j'achète des iPhones, c'est Apple qui me les a payés. Grâce à la hausse de l'action Apple. Apple me les a rendus. Techniquement, c'est vrai. Si tu les liquidais au même rythme, t'aurais pu payer tes iPhones avec l'action Apple, effectivement. Un autre exemple qui marche vachement bien aussi. Qui a déjà passé une commande sur Amazon? T'as 90% des gens qui l'ont déjà fait une fois. Qui a une action Amazon? Ah, c'est ouf ça, je sais. C'est un... Zéro personne. Ça représente combien en termes de pourcentage ce que vous avez investi par rapport à ce que vous avez en cash flow, en argent liquide disponible? Oh, 97%. Ah oui, quasiment. Moi, j'ai fait un calcul hyper simple. Je me suis dit, moi, mon objectif, c'est que quand je pars à la retraite, j'ai le même niveau de vie qu'avec mon dernier salaire. C'est ce qu'on appelle avoir 100% de taux de remplacement. C'est le chiffre, voilà, on appelle ça comme ça. Aujourd'hui, avec le système de retraite public, collectif, où on cotise tous, etc., tu touches à la retraite 70% de ce que tu gagnais comme dernier salaire. À partir de 2040, avec le vieillissement de la population, ce sera 60%. À partir de 2050, ce sera 50%. Les grands-parents de demain ne pourront plus, uniquement sur base de la retraite publique, aider financièrement leurs enfants et leurs petits-enfants. Avec Vincent, qui travaille chez Trade Republic avec moi, on a fait ce calcul. Et à partir de tes 30 ans, tu places 5% de ce que tu gagnes. Et il faut que ça te rapporte 5% par an. Tu fais ça à partir de tes 30 ans jusqu'à tes 64 ans. Quand tu pars à la retraite, tes investissements viennent compléter ta retraite collective. Moi, je suis pas un Américain. J'ai pas envie de tuer le système de retraite. J'ai pas envie qu'on arrête d'être solidaires les uns avec les autres en France et même en Europe. Mais par contre, j'ai pas envie de devenir plus pauvre parce que la population vieillit, que les États sont endettés et qu'il y a de l'inflation. C'est injuste, ça. Ça tombe bien. La bourse du monde entier, depuis 120 ans, la moyenne, c'est 5,2%. Ça tient compte
de 2 guerres mondiales, Oh là là. de la guerre froide, ça tient compte de l'inflation, hein, tout ça c'est en plus de l'inflation ce que je te dis, hein, 5,5%. Ça tient compte de la crise du pétrole, le Covid, la crise des subprimes en 2008, les faillites des banques, la bulle internet en 2001, 5,5% par an, c'est la bourse du monde entier depuis 120 ans. La seule question que tu dois te poser avant de commencer à mettre 20, 30 euros, 50 euros par mois sur un ETF du monde entier, c'est est-ce que je crois que dans les 20, 30 prochaines années, il y aura de la croissance économique dans le monde. Et ce dont vous vous rendez pas compte, c'est que là, les stats sont de 30 à 64 ans. Si là, vous avez 20 ans et que vous êtes capable, dès maintenant, de T'as mettre déjà une avance 5%, Voilà. mais en fait, c'est surtout que c'est cumulé. Ce dont vous vous rendez pas compte, c'est que tant que vous ne touchez à rien, Les intérêts. les intérêts sont cumulés. La stat, elle est hyper claire, c'est-à-dire celui qui commence à 20 ans et celui qui commence à 30 ans. Si tu commences à 20 ans, une fois que tu arrives à 60 ans, c'est à 30-40%, j'ai plus le chiffre exact, mais c'est énorme que si tu avais commencé à 30 ans. Tant que ce soit un conseiller d'investissement, c'était quoi votre action un peu coup de cœur, le truc que vous êtes incapable de vendre? Ah bah moi je peux te dire, moi, on parlait tout à l'heure de livres, moi je suis en termes de bouquins, je suis un enfant de Saif Dinamous, un économiste je crois iranien d'origine, qui a écrit The Bitcoin Standard, qui est hyper intéressant et justement qui développe cette pensée autour de la génération du crash monétaire, de la monnaie qui ne vaut plus rien. Aussi il fait un autre bouquin qui s'appelle L'étalon dette et qui parle justement de l'argent dette et de la création monétaire, c'est hyper intéressant. Moi je n'ai que du Bitcoin. Je dis aussi aux gens, ne faites pas ce que je fais. Pourquoi j'ai que du Bitcoin? Parce que je passe ma vie dans ce sujet-là. On peut investir aussi maintenant dans Trader. Oui, d'ailleurs vous les On va avez. les lier, hein, D'ailleurs bien sûr. vous les avez Ok. aussi. La meilleure manière de débuter en bourse, c'est un ETF du monde entier. Mm. C'est le truc le plus simple à comprendre. T'as dans un seul produit toutes les actions du monde entier. Première étape, c'est ça. C'est t'investis sur toi, t'as ton épargne de précaution et t'as tes premiers investissements pour commencer à bénéficier de la croissance économique. J'aimerais juste qu'on clôture le sujet concret de comment ça se passe sur Trade Republic, si tu peux nous expliquer un petit peu, Henri. Ça, c'est l'interface web, c'est avant tout une app mobile. Moi, je le l'app considère comme ça, Trade Republic, c'est avant tout une app mobile qui, il se trouve, a l'avantage d'être disponible sur navigateur si jamais tu as besoin de faire un truc sur le PC. Vous trouvez en dessous, je le dis avant le DCA quand même, parce que c'est intéressant, il y a pas mal de data à chaque fois que tu regardes une action ou un fonds comme le fonds Core MSCI World qui est juste là. T'as ton chart de prix et t'as quand même en dessous la composition, tu vois les secteurs, tu vois les pays dans lesquels s'investit, c'est beaucoup d'États-Unis, très peu de France par exemple, c'est marrant, tu vois quand même de voir ça. Et tu retrouves sur mobile et aussi sur desktop le plan d'investissement programmé, le fameux qui est juste là. Quand tu le crées, t'as ta petite interface qui apparaît à droite ou qui apparaît sur un menu à part sur mobile. Tu choisis quand est-ce que tu veux investir, trimestriel, mensuel, 2 fois par mois, chaque semaine. Moi je suis pas très fan du trimestriel. Tout le monde le fait en mensuel. L'immense majorité. Ah ouais des gens, parce que c'est J'aurais fait en hebdo, moi. en mensuel, c'est en même temps que tu reçois ton salaire. C'est ça. Trimestriel, je trouve que tu rates beaucoup de top et de bottom, tu vois. Tu continues, quand doit-il être exécuté pour la première fois, début du mois, milieu du mois, bon, tu choisis ce qui t'arrange le mieux, quel montant, et puis après, bon là je vais pas faire suivant parce qu'on va avoir mes informations bancaires, tu choisis le montant et puis ça part tout seul, c'est connecté avec ton IBAN directement, et puis ça, tu me disais, ça peut aller piocher dans ton compte, tu reçois ton salaire, à la même date, t'as ton argent qui part sur Trade Republic et c'est parti. Et on n'a pas beaucoup parlé de l'intérêt du DCA parce qu'on a énormément martelé dans d'autres émissions, mais l'intérêt du DCA c'est d'acheter le même montant à la même date tout le temps. Et pourquoi on fait ça? Parce que vous pourriez me dire, oui mais là en ce moment c'est pas cher, je le rajoute. Oui mais là en ce moment c'est trop cher donc je baisse. Ça c'est du trading. Le fait de faire du DCA c'est d'enlever toute l'émotion d'aller acheter quand c'est très cher et quand c'est pas cher. L'intérêt c'est que quand tu mets ça en place, en général, tu mets ça en place pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, et que au final, tu arrives avec ce qu'on appelle un prix lissé, c'est-à-dire que ton prix d'achat en moyenne de cet actif va être lissé parmi les plus gros prix que tu as acheté, les plus bas petits prix que tu as acheté, et tu arrives à un prix moyen qui est assez intéressant. Le truc moi qui me fait vraiment délirer, c'est que dans la vie, c'est rare que ce soit bien d'être moyen. Ah, Non mais c'est vrai. c'est vrai. Être moyen dans la vie, en général, c'est pas terrible. Bah là, en bourse, en tout cas depuis 120 ans, c'est bien d'être moyen, parce que t'as fait 5,5% par an. Le gros intérêt de l'investissement programmé, le DCA, les plans d'épargne, il y a plein de manières de l'appeler, c'est que tu touches la performance moyenne. Et c'est hyper marquant sur le graphique. Tu vois l'effondrement qu'il y a eu avec le Covid. Ouais. Celui qui a acheté tout... à ce moment-là, il s'est retrouvé évidemment en difficulté. Et d'ailleurs- de la même manière que celui qui a acheté tout en bas une grosse somme, bah, il est content. On parle de beaucoup de DCA d'achat, mais il y a aussi un DCA de sortie. Très rapidement, le concept s'applique dans les deux sens. C'est-à-dire que si tu as fait ton investissement en DCA Trade Republic pendant 40 ans, que tu arrives à la retraite, tu vas pas tout liquider d'un coup. Bah, tu sais pas si c'est le bon moment ou Tu pas. sais pas si c'est le bon moment. Alors que si tu sors un peu tous les mois, finalement, ton argent pour vivre, et ben tu vas vendre à des prix avantageux, des prix désavantageux, mais au global, jusqu'à la fin de ta vie, La tu auras un moyenne. prix de vente moyen qui sera pas dégueulasse. C'est le principe. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée
C'est assez lunaire d'avoir fait un live pareil et avec 500 personnes qui te suivent à fond là-dessus. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et ciao tout le monde. À bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Ballin' like it's game time.